Les objets sont souvent des miroirs. La rencontre de toute altérité est un miroir. Les objets portent quelque chose de nous, et c'est peut-être pour cette raison que l'on craint de les détruire lorsqu'ils portent trop. L'objet n'a pas de sentiment. Il ne partage pas mon attachement. Il ne sent pas ma main. D'être passé de ma grand-mère à moi lui est égal. Même mon respect lui est égal. Il n'est pas inquiet. S'il se casse, il n'est pas triste. Il ne souffre pas. Nous sommes pétris de notre subjectivité, à tel point que l'objectivité semble impensable, impossible, inexprimable. C'est moi qui remplis l'objet. Le tout est de ne pas le faire avec des niaiseries. C'est un exercice de pensée voué à l'échec que de m'éloigner le plus possible de moi vivante pour m'approcher de lui qui ne vit pas. Peut-on se décentrer? Le sujet peut-il devenir objet? Ou bien le langage nous bloque-t-il? Ou peut-être est-ce notre humanité? Est-ce qu'un objet peut dire? Pensant l'objet, je ne parle évidemment que de moi, mais je peux me changer moi-même à force de penser l'objet. Et c'est un bon chemin peut-être, qui enchante et peuple le monde tout en le regardant pour ce qu'il est. On peut tendre à un nouveau langage, tenter de se débarrasser un peu de cette appropriation commune de l'objet, devenir transparence, traducteur de l'inanimé, en somme, un passeur. On ne s'exclame pas « Oh, regarde, une patère !» Il y a d'abord le mur de la patère, et avant ça, la porte devant le mur, et encore avant, le bâtiment autour de la porte. On ne demande pas « Dis, tu me tiens au nuage 2 secondes ?» Le nuage est un peu loin pour ça, et de toute façon, il n'y a jamais de prise sur ce genre d'affaires. On ne vitupère pas « Fais chier, je viens de paumer ma nanofibre de carbone, c'est relou !» Pour perdre un objet, il faut l'avoir déjà considéré. Mais la plupart d'entre nous n'a pas la compétence professionnelle requise pour considérer une nanofibre de carbone. Hélas, on ne trouve pas une patère, on ne trouve pas un nuage, on ne trouve pas une nanofibre de carbone. Oui, hélas. Peut-être 9 objets sur 10 dans l'univers se tiendront à jamais en dehors du champ des trouvailles possibles. Et l'objet restant sur cette dizaine est souvent, ma foi, d'un intérêt discutable. Tout feu, tout flamme, dit le proverbe. Une flamme chaude et rouge. Une flamme qui donne la vie, qui renvoie la mort. Une flamme. Que dire d'une aussi jolie chose? Quoi de plus beau qu'un feu de camp sur la plage? Quoi de plus beau que cet élément terre à terre, que l'embrasement d'un soleil tout entier, que la lumière qui tient le ciel, qu'une chaleur qui teinte nos mains, que le souffle d'une brise cendrée, qu'un chuchotement qui crépite, qu'une flamme qui brûle, ou au contraire, qui caresse. Une boule de feu condensée en un objet, qui tient dans une poche la puissance d'une soirée d'été, d'un coucher de jour. Une flamme de bien, de mal, une flamme qui donne et reprend. Que dire d'une flamme, à part qu'elle est prisonnière d'un briquet?
j'ai l'impression de toujours trouver l'amour au bout des cigarettes, de ce qu'on allume d'un briquet ou de quelques allumettes, celles que je fais et partage lors de ces terriblement longues nuits, seule pause lors de ces soirs torrides et ardents de mes insomnies, celles que je roule, celles que j'achète, celles que je fais. Peut-être ont-elles des pouvoirs, peut-être sont-elles des fées. C'est la seule explication que je trouve aux faits étranges et mystérieux que tous ceux avec qui je fume, je souhaite les mettre dans mon pieu. Et de manière remarquable, je réussis assez souvent. Ou peut-être ce sont mes partenaires qui me désirent avidement. Tout ça parce qu'on a partagé une minuscule cigarette ensemble, ce qui, si je ne m'abuse, est un fait assez léger, il me semble. Mes premières relations, mes tout premiers timides émois, sont nés autour d'une cigarette, défiant de nos parents les lois, pour voir juste une fois ce que ça fait d'être adulte. Elle m'accompagne dans mes erreurs, mes problèmes, mes tumultes, mais aussi simplement dans la rue, dans le salon avec ma mère, ou dans les appartements de mes amis, où on fume toujours plus qu'hier. Elles sont là, de mes mains ou pas, toujours le même tabac, qui vient remplir cet amas de tubes qui se fument ici-bas. Ça, c'est une addiction. Salomon X Ultra 04W, mode d'emploi. Salomon X Ultra 04W. Si vous cherchez toujours votre sésame, ouvre-toi, je répète, Salomon X Ultra 04W, et les chemins s'inventent sous vos pas. Mais c'est important, il s'agit de porter vos chaussures assez longtemps pour que ce ne soit plus le produit Salomon X Ultra 04W. Prenez un marqueur, dessinez ici des insectes et des plantes ou tout ce qui pousse dans votre estomac. Maculez-les de la terre de vos forêts et emportez partout la terre de chez vous parce qu'elle ne ressemble à aucune autre. Et ne laissez personne vous dire que vous salissez le sol. Ne laissez personne vous dire que la terre c'est sale, jamais. Ne laissez personne vous dire que la boue c'est sale, ou bien c'est vous qui le saliront. Ne laissez personne insulter la terre de vos forêts ou déshonorer vos forêts, jamais. Portez-les si souvent que vos voûtes plantaires y laisseront tomber leurs stalactites. Laissez les chauves-souris y élire domicile. Portez-les si souvent que cela devienne ce morceau de vous qui court toujours après la peine plus loin. Et portez-les partout, devant n'importe qui, au sommet des montagnes ou dans les bureaux, jusqu'à ce que ce ne soit plus jamais Salomon X Ultra 04W. Produit, Salomon, argent, profit, Salomon, jusqu'à ce qu'elle tombe en loques, et votre peau et vos pieds avec jusqu'aux ampoules. Alors, adieu, Salomon X Ultra 04W. Bonjour, la terre, la boue, leur saleté, mon identité. Du fard sur les joues, du bleu sur les yeux, des cernes sous les cils, de la mélancolie dans la voix, des nuages dévorant les sourcils, du feu broyant le ventre. Il y a du linge étendu sur la terrasse. N'en déplaise à Feu Chatterton, on ne dirait pas le sud.
Des cris se brisent dans la gorge et les larmes se bloquent sous les paupières. La palette est neuve, mais ses couleurs chaudes semblent déjà usées. Il y a du doré dans plusieurs teintes et du rose trop foncé, mais pailleté. Alors, c'est pardonné. Les doigts glissent vers la couleur la plus froide, la plus fade. Ça reste légèrement coloré, c'est du marron. Dehors, le linge se bat furieusement contre le vent. La pluie s'immisce dans l'appartement, tout devient noir soudainement. Le maquillage est trop lumineux, trop coloré, trop vivant, peut-être pour le moment. Le bleu des yeux s'échappe sur les bras, le fard des joues migre sur les jambes, sans qu'un seul instant les doigts n'effleurent la palette. Mais les mains sont partout, les poings sont fermés et les joues blafardes encaissent en silence. Alors, on range la palette, on la cache dans le placard, avec le foulard rouge, les bottes violettes et les disques qui font danser un peu trop joyeusement. Tout enroulé dans du carton, du Chatterton rendant muets tous les souvenirs, couvrant la bouche béante de la mémoire. Et ces souvenirs attendent quelque chose, un arrêt. Du fard sur les joues, du doré sur les yeux, pas de cernes sous les cils, plus de bleu sur la peau, plus jamais sur les bras et les jambes, quelquefois sur les paupières, mais c'est rare, c'est encore dur. La palette est entamée, mais ses couleurs semblent plus chatoyantes que jamais. Elles ont vécu la tempête, elles ont vécu la colère et les yeux trop brouillés pour les porter. Il y a des crevasses dans les brillants, des éclats d'obus dans les paillettes. On voit l'argenté en dessous. Le marron a été abandonné. Le doré et le rose s'émiettent. Sur les doigts s'effleurent les teintes et s'en mêlent les nuances. Le linge est plié et rangé. La terrasse est vide, paisible. On dirait que les paillettes de la palette ont déteint sur les dalles et sur l'étendoir. Tout est calme. Le maquillage est posé fièrement sur la table du salon, ouvert. Une mélodie de Feu Chatterton ronronne à la radio en arrière-plan. Et cette fois-ci, on dirait bel et bien le sud. À Décathlon, on lit les étiquettes. On voudrait être nomade, mais on ne sait plus. On lit les étiquettes. On ne veut faire ni trek ni randonnée. On veut traverser la ville à 4 heures du matin, prendre des raccourcis et un train, ne jamais vérifier la météo. On sent ça qui bouillonne, être infatigable et sentimental. On veut la bonne chaussure, celle qui va nous durer dessus, celle qu'on pourra aimer. On peut dire ça, aimer? On ne veut pas choisir la chaussure pour son aspect, mais on ne sait pas lire l'avenir dans les étiquettes. La chaussure est technique, on est sauvage, on peut dire ça, sauvage. On ne veut pas choisir la chaussure pour son prix, on doit la salir avec autre chose. Et d'abord, avec son sang, on est prêt. On choisit la bleue. L'étiquette dit respirante, amortie, on veut ça, le souffle, le ressort et habiter l'extérieur, habiter le moelleux de l'extérieur. Une fois rentré, on enfile les chaussures bleues, on se dit pour les faire, et on parcourt à grandes enjambées, sauvagement, le salon.
5e. Une arête de poisson doré qui s'émiette et un médicament pour s'empêcher de tomber en miettes sur son bureau la journée. Quelle mauvaise époque pour être des objets inanimés comme nous, si tu veux mon avis. C'est grâce à moi que ma propriétaire parcourt le monde et vit sa vie, pendant que moi, je n'ai jamais vu bien plus loin que l'arbre en pharmacie. Mon pauvre, tu es dans le beau drap, ou plutôt entouré de bien de médicaments, je suppose. Moi, c'est à peine si elle me porte ces derniers temps. Tu comprends, des colliers on en a plein, on en a des remplaçants. Et puis, je n'aime pas la fraîcheur que prend le temps, je me sens rouillée d'intérieur. Je te comprends. Moi aussi. L'humidité, c'est mauvais pour mes vieux os. Ça me fait fondre et ramollir. On dirait un vieux coincé dans son lit en EHPAD. Oh, belle image. Tu te rends compte que nous ne sommes que passagers? Toi, tu es une boîte, tu en es 1000, mais tu seras toujours remplacé. Moi, on va m'oublier. Oh, une vie comme ça, c'est loin d'être gai. Je suis plutôt en 150, si tu veux être précis. 150 mg. Cher et uniquement délivré sur ordonnance. On ne peut pas faire plus rare que moi. Et pourtant, je me sens misérable. Penses-tu que cela serait venu une seule fois à l'idée d'un propriétaire de m'emmener faire un tour? Me mettre dans son panier à vélo afin que je puisse me découvrir l'emballage, la langue au vent? Non, bien sûr que non. Tous les mêmes, ces humains. Qu'est-ce que tu as raison? Nous n'avons pas la moindre attention, pas la moindre délicatesse. Si ce n'est au premier jour, nous étions indispensables, nous étions merveilleux et rêvés. Enfin, au moins toi tu sais que tu seras toujours avec elle. Elle ne peut t'oublier, ça lui serait fatal. Tu te promènes à ses côtés, dans le noir d'un sac où tu restes à l'attendre, mais tu sais qu'elle reviendra constamment. Un peu toxique comme relation, mais c'en est déjà une. Pour un traitement à prendre tous les jours, elle m'oublie un peu trop, si tu veux mon avis. J'aimerais tant qu'elle me regarde avec les mêmes yeux qu'elle avait au début. Ce regard d'espoir et de soulagement. Maintenant, on est coincé dans une routine monotone. On se dit à peine bonjour. Tu penses qu'on devrait consulter un thérapeute de couple? M'en parle pas. Je me pose cette question tous les jours quand je la vois hésiter entre mes arêtes scintillantes et l'autre pouf à fleurs enfermée dans du verre qui oscille au gré du vent. Saleté de collier. Dommage qu'elle ne puisse pas le perdre. C'est à sa mère après tout, mais bon, ça excuse rien. C'est terrible quand même de voir se battre avec la famille de sa propriétaire. Non, ça va trop loin là. Si tu veux mon avis, même une thérapie de couple ne pourrait nous sauver. On est des bouches-trous. Nos propriétaires viennent vers nous, de temps à autre, la bouche en cœur, et le reste de ce temps, on devrait se contenter de ça. Non mais des conneries, oui. On vaut mieux que ça, clairement. Mais si tu as besoin, j'ai l'adresse d'un bon thérapeute de couple. C'est Viagra qui me l'a donné quand on discutait dans l'armoire à pharmacie. Un habitué de chez ce docteur depuis 30 ans qui me dit. À part ça, je vois pas trop d'autres solutions. On va pas s'immoler par le feu non plus. Le carton, ça crame drôlement vite. T'imaginerais le bordel? Je suis sûre qu'il doit exister un rendez-vous pour les objets délaissés anonymes. En tout cas, si ça n'existe pas, ce sera à créer, non? On en tire tellement de souffrance. T'imagines devoir me coltiner toutes ces tenues? Ces hauts qui grattent, ces tenues de sport qui puent la transpiration. Ah, mais quelle horreur! Comment je suis censée me sentir bien dans mon métal après tout ce que j'endure? On mérite un plus grand salaire, franchement. Au moins, passer un peu de temps à nous dorloter. Oh, je vais arrêter, je vais me mettre à pleurer. Déjà que je rouille. On n'a qu'à essayer la méthode humaine. Pareil que quand on a ce genre de problème, faut sortir gueuler dans la rue le 10 septembre en disant que tu vas arrêter de travailler et bloquer tout. Je sais pas si ça marche, mais c'est à tenter, non? Eh mais carrément! Je peux amener mes frères et puis on casse tout. Pas loin de là où je suis étendue, il y a un gang de bagues. Elles sont souvent absentes, mais la nuit elles se reposent toujours pas loin de mes arêtes. Pendant que ma propriétaire dort, je leur glisse un mot, et puis on réunit tout le monde, et puis un jour, on se casse! Plutôt que se casser, faudrait tout casser. Je peux ramener du monde aussi. Le manuel de latin qu'elle a jamais ouvert et son casque de vélo qui prend la poussière. Je crois même que j'ai des potes qui tiennent un syndicat pour objets délaissés. L'AES. Affaires en souffrance. Je leur passerai le mot. Plus besoin d'attendre. Suffit de chauffer l'imprimante en dessous de moi pour sortir des tracts, et là je t'assure ça va faire du bruit! Ah là, ça va péter, j'ai trop hâte.
démocratisé. C'est la paire de baskets de trousse ancestraplégique qui m'en a parlé. Ça a l'air top. Tu veux qu'on aille ensemble? Ouh, on tient un bon poisson là, sans mauvais jeu de mots. On fera un collectif d'enfer, j'y crois dur comme fer, et je sens l'adrénaline grimper dans mes arêtes. À nous de créer un monde qui respectera notre existence. Le changement, c'est maintenant. Ouais. On va se faire respecter, Pascal. Moi, je te le dis. Ouais. Attends, tu m'as appelé comment? Oh, en fait, j'aurais dû me fier à ma première impression. T'es juste pas fréquentable. Non mais, Pascal, je rêve. Tu m'as vu? Allô, je brille. Alors que toi, t'es quoi? Tu pourrais tout aussi bien être un doliprane, hein. T'es juste un médoc. Ah putain, relou. Alors, prenez-en. Parce que le doliprane, comme tu l'appelles, il coûte 170 balles, soit 10 fois ton prix en fait. Qui te permet de juger mon prix? Moi je suis beau, moi. Déjà, c'est la beauté intérieure qui compte en fait. Je savais que j'aurais dû choisir de parler à la boîte d'allumettes. Elle m'aurait plus mis le feu que toi, c'est certain. Et avec elle, on aurait réussi à la faire, cette révolution des objets, plutôt que de rester ici à se rôtir les écailles. Vas-y, reste dans le ghetto qu'a le décolleté transpirant de ta propriétaire et me parle plus à ma viole. Pauvre médoc déconstruit, va. Parfois, un long trait noir me sort du goulot. Ma face contient la nuit liquide. Je sais qu'aucune étoile n'est en moi. Je suis brûlante. Quand on me désigne, qu'on raye mon nom, seul mon vomi importe et c'en est fini d'être. Une colonne entre les flancs. Une colonne est un ascenseur. Un ascenseur traverse d'entrailles à gueule et ça gratte la langue jusqu'au long trait noir d'une nuit désirée. Tête ronde, tête plate, tête nue de visage, tête pesante pour pas que ça déborde cette nuit, pour pas que ça froidisse l'os émaillé comme l'engeance, comme l'étonnante colonne reliée. Une épaule s'en sort, une épaule est un jour. Toute la lumière passe, rien n'y reste, rien n'y croupit. Une épaule contre la tyrannie du visage. Cylindre, cul de jatte, pleinement vide, structure pesante, lointaine, devenue obscure, brûlante. Quelque chose est là, car quelque chose sort quand c'est n'être plus, quand c'est laisser sa tête plate être tirée, que ça s'évente la tripaille féreuse sur le côté, que la mansarde s'ouvre en quelque sorte, et que je sors du goulot, long, trait, noir. Visage de bois figé. Mes yeux dans leur vide. Le cœur bat dans le ventre. Je sens sa présence. Leurs ombres dans mon dos. Un frisson. Fétiche m'attrape, me dissèque, me submerge, m'envahisse. Dans ma tête, dans mes rêves, sur mon corps. Image, masque, ombre, fantôme. Pas monter l'escalier. Peur de ces masques. Peur de lui.
Son régulier, suspendu, s'insinue dans le silence, emplit la pièce d'une sombre ambiance. Pression constante, menace dissonante. Tic, tac. Terrasse le sommeil jusqu'au lever du soleil. Le corps tique et les dents claquent. La danse robotique des aiguilles est une attaque. Tic, tac. Décortique chaque mouvement, rejoue et repense avidement. Tranquillité bafouée, sérénité déniée. La course du temps bat son plein dans le cadran. Aucune délivrance que dormir. Dormir jusqu'à ce que mort s'ensuive. Dormir pour fuir toute perspective. Dormir comme anesthésie. Se réfugier dans la rêverie et ne plus en sortir. Tac. Il avance, ne reculera jamais. Avec lui s'enfuit l'espoir de la paix. Aux confins de la nuit, le temps assourdi. Il pille, file, mange la vie. Tenter de fuir, courir, à toute vitesse, pitié, que cela cesse, s'essouffler, trembler, trébucher, puis se relever, espérer s'en être échappé, réaliser. Regarder sous ses pieds les traits indistincts dessinés, tourner la tête, reconnaître. Un chiffre, 6, à ses côtés 5, 7, ceux qui inquiètent. L'aiguille file au-dessus de la tête. Nuit gâchée, trop tard. Recommencer le lendemain soir. Degrés, l'hiver, dans 46 mètres carrés et demi, coûte 1 500 € par an. Et dans la cuisine, il y a 10 cm de vide entre le mur et le mur. La chaudière Vaillant VUWFR 242ET4 est hors d'âge. Christian, pour l'ausculter, demande cette année 191,40 €. Ça nous avait coûté 12,10 € de moins en 2023. À 16 degrés, l'humidité monte facilement au-dessus de 70%. Le mur n'aime pas ça et je lave sous la table en bois des moisissures grises. La peur habite dans le mur et n'est pas un bon isolant. Entre la brique et le placo, le mur est vide. Je suis sa tutrice légale et je ne sais pas comment le combler. Je devrais faire venir la garagiste de chez Vulco pour qu'elle rebouche mon mur crevé avec une mèche en réglisse. Je devrais bourrer le mur avec tous les cartons que nos chats déchiquettent et nos poils et nos plumes et nos poussières lourdes. Le mur et moi, nous devrions appeler le docteur Ice pour lui expliquer pourquoi nous n'avons pas de solution. Je devrais faire venir le plombier pour remplir le mur avec la mer, avec le vent ou le soleil qui sourit. Ça coûterait 0,0000. Ce matin encore, la chaudière porteuse fait son ronronnement de vaillance et nous, le gros dos. Arriveront une toux, puis le silence et la mer sombre. Je n'aurai que mon cœur de raisin sec et l'espoir dans la miséricorde des chiffres pour appeler la banque postale, l'État, Christian, le docteur Ice et Guillaume Schweitzer de Multitravaux. Si tu savais, j'ai tant de choses sur le cœur, tant de choses à dire. Qu'est-ce qui peut bien te tracasser? Tous les jours tu l'accompagnes, reste auprès d'elle. Elle doit prendre soin de toi, non? Oui, tous les jours je l'accompagne, transportée dans sa trousse, entre la gomme et les ciseaux. Je suis balancée, cognée au milieu de ce chaos. Regarde, je m'effrite. Mais au moins toi, tu la connais depuis toujours. Moi, je suis déjà toute abîmée, tout déoxydée, et je ne suis qu'un récent remplacement. Je ne te pensais pas si jeune. Qu'a-t-elle bien pu te faire subir que tu te retrouves ainsi, méconnaissable, dépourvue de ta couleur d'origine? Toute la journée sans relâche,
Elle joue avec moi, ne me retire pas pour se laver les mains. Si ça continue, elle va me perdre comme mon prédécesseur. Qu'elles sont cruelles tout de même. On se laisse faire toute la journée, sans jamais rien attendre en retour, si ce n'est une once de reconnaissance. Et même ça, on ne l'a pas. On ne demande pas grand-chose quand même. Penses-tu qu'elles nous aiment, qu'on compte à leurs yeux? J'étais tellement en colère que je ne me l'étais jamais demandé. Mais je pense que oui. Après tout, si elles ne nous aimaient pas, est-ce qu'elles nous utiliseraient ou porteraient autant? En effet, peut-être que non. Mais soyons honnêtes, elles se pensent supérieures à nous, ne savent même pas que nous ressentons plus, voire autant d'émotions qu'elles. À leurs yeux, nous ne sommes que de vulgaires choses. Je suis totalement d'accord. Tu me fais penser à des camarades qui, elles, sont abandonnées dans leur boîte en verre et rarement portées. Elles aimeraient sortir, découvrir le monde aussi, mais non. Elles sont délaissées sans aucune considération. Tu penses qu'on pourrait essayer de faire quelque chose pour changer les choses? Je pense à elles souvent, moi aussi. Tant de fois j'ai voulu crier de penser à elles, de ne pas les oublier. Nos propriétaires sont aveugles, sourdes. Comment nous, simples objets, pourrions-nous les faire réagir? Ah si, je pourrais couper mon encre. Oui, par solidarité. Oui, ou fuir, que tu lui en mettes plein les doigts. Toute cette encre, ça l'embêterait bien. J'ai juste peur que si tu cesses de fonctionner ou que tu déverses ton encre de colère, elle arrête de t'utiliser et t'oublie également au fond d'un tiroir. C'est un risque en effet, mais je crois qu'en tant qu'objet, nous sommes condamnés à finir un jour au fond d'un tiroir. Moi, je ne veux pas de cette vie-là. Je pense que la prochaine fois où elle jouera avec moi, je tomberai dans la poche d'une inconnue. Je veux vivre, voyager au gré de mes envies à moi. Je ne veux plus être assujettie à ses désirs. Je veux être une bague libre. Alors moi aussi, je serai un stylo libre. Je lui jetterai mon encre à la figure et je roulerai si loin qu'elle m'oubliera, trop occupée à nettoyer son pull auparavant blanc et immaculé. Vive notre liberté, aux objets libres. J'ai perdu le discernement de mon existence. La foule m'a rappelé où je me trouvais, au marché de Noël, accablée par les mouvements fugitifs. Je ressentais un vide ontologique. Malgré cela, je voulais absolument arriver à librairie Kléber pour acheter un livre à une amie. Quel livre? Ah, elle adorait Brecht. Alors j'étais sûre qu'elle aimerait le Duchesse de Ionesco, dont ma professeure préférée m'avait parlé. Si seulement les gens avaient pu percevoir mon état d'esprit. Je feuilletais les livres, à la recherche d'un mot qui pourrait m'éclairer, du mot qui traduirait mon état intérieur comme un voyageur cherchant sa destination. Ah, le vide ontologique, je t'ai trouvé. Pourtant, la nécessité incessante de marcher m'a conduite vers les états des livres. Mes yeux se mettaient inquiets d'une particularité. Mes mains feuilletaient les pages. Je flânais, sans prendre conscience que je flânais avec un but. Je me suis laissée guider par le mouvement fluide de ma recherche et j'ai pris entre mes mains ce livre. Humanisme et réforme à Strasbourg, la vie libre. En le parcourant, mon cœur battait de curiosité, mais pas seulement de curiosité, mais de plénitude. La plénitude de mon esprit fervent qui enveloppait tout mon être, et au-delà, l'ardeur pour la culture alsacienne. Paradoxalement, le déclencheur n'a pas été un mot précis, mais un enchaînement de descriptions d'hommes et de femmes qui ont laissé leur empreinte sur cette ville, en réveillant en moi une sorte d'intérêt chaque endroit visité,
dans mon univers intérieur. Et soudain, une Alsacienne s'est approchée de moi. Ah, quel livre tu as là? Je le reconnais, je l'ai lu à l'école. Regarde l'édition, 1973. J'ai ressenti ce que signifie vivre le beau. Chaque page cachait une partie inhibée de moi-même. En les parcourant, j'ai retrouvé mon espoir. Un bébé m'a souri. Oh, sur cette planète torrent comme une vie oubliée dans une poche d'enfant, j'ai rencontré une fleur timide. Elle était si petite qu'on aurait pu la confondre avec une pensée. Bizarre, elle me regardait droit dans l'âme, avec des yeux de rose qui savaient déjà trop de choses. Je lui ai demandé un peu inquiet, « Tu piques ou tu parles ?» Elle n'a rien répondu. Elle a rougi jusqu'au bout des pétales, comme si le soleil venait de lui faire un compliment. Alors j'ai compris, les choses vraiment précieuses ne font jamais de bruit. Mais attends, je crois que je me suis trompée, car maintenant qu'elle se sentait à l'aise avec moi, elle faisait un vacarme incroyable. Elle se plaignait du vent, sans pause, sans repos, comme s'il avait signé un contrat pour la décoiffer exprès. « Regarde-moi » disait-elle. « J'ai les pétales en bataille, on dirait que je n'ai pas dormi. » Je lui ai proposé un paravent, mais elle préférait râler. Les fleurs aiment qu'on les écoute, même quand elles exagèrent un peu. On parlait de tout et de rien. Des couchers de soleil qu'on peut regarder 44 fois quand on est triste. Des moutons qui mangent les baobabs. Et du serpent mystérieux. Un jour, je lui ai offert un verre d'eau. J'étais fière. Mais elle a froncé ses pétales. De l'eau de robinet? Quelle idée! Moi, je ne bois que de l'eau de rosée. Les fleurs font souvent les difficiles, comme si le monde entier était créé pour elles. Elles font les malines, elles se donnent des airs importants. Mais au fond, elles ont le cœur tendre et très peur d'être oubliées. Et moi, le petit prince, j'ai compris quelque chose ce jour-là. On peut aimer sans tout comprendre. On peut protéger sans posséder. Et parfois, ce qui pique un peu est justement ce qui mérite qu'on s'en approche. J'ai beau marcher, chercher, fouiller, mais je ne trouve rien. Pas un objet ne traîne par terre. C'est bien ma veine, moi qui voulais emprunter un petit quelque chose aux rues de Strasbourg. J'ai pourtant emmené mon chien renifleur et un puissant détecteur à métaux, mais non, il n'y a vraiment rien dans ces rues. J'ai bien fait de m'y prendre en avance, mais cela fait 2 heures et toujours rien, à part du bitume froid, des mauvaises herbes à moitié mortes, du pavé gris et des passants qui me sourient. C'est que je dois avoir fière allure, le nez quasiment au sol, les plis de ma robe qui lèchent le trottoir sale et ma chienne qui se prend les pattes 1 fois sur 2 dans mon détecteur à métaux. J'ai meilleur temps d'aller à l'hôtel où on doit déjà m'attendre. Et tant pis pour mon objet emprunté. J'abandonne cette possibilité de plus avoir de malchance. Mes petits souliers bleus, le voile de ma mère et mon bracelet tout neuf
feront l'affaire. Mais que vois-je alors que je m'élance dans le narthex? Un mousqueton violet. Il est écrasé, raclé, mais il est parfait. Le voilà mon objet trouvé que je m'empresse d'emprunter à cette église. Il est temps pour moi de m'avancer dans l'allée, le mousqueton accroché à ma belle robe blanche, et de l'épouser en évitant toute malchance. Cela fait 47 jours qu'il y a un parapluie au bord de la fenêtre. Il fait maintenant partie du paysage. Au début, il prenait un peu le rôle d'une sculpture, une exposition in situ. On n'ose pas le bouger, le toucher, mais en même temps, il ne comprend pas trop, on ne sait pas quoi en faire. Perd-il tout son sens si on le change de place? Se fondant dans le décor, on a presque oublié qu'il n'appartenait pas à la fenêtre, à l'origine. 47, c'est long pour un parapluie. C'est apparemment 6,7143 semaines, ou 1128 heures, ou 67 680 minutes, ou encore 4 060 800 secondes. C'est vraiment très long pour un parapluie. On se prend parfois à imaginer son propriétaire. Quand le ciel pleure, on espère qu'il est regretté. On espère qu'il est réconforté quand le vent se fait trop violent. Cela gronde de colère et on se dit heureusement que tu es au bord de la fenêtre et pas dehors. On te jette des regards dérobés comme s'ils pouvaient percer le secret. Tu as sûrement une histoire très riche. Tu as certainement affronté beaucoup d'épreuves, mais on ne peut, ou plutôt on n'ose pas, te demander de les raconter. Même si tu es à ton aise de ce côté de la fenêtre, tu dois t'ennuyer de ces paysages. Ce n'est pas là que tu étais censé finir. Ce n'est pas pour ça que tu as été créé. Tu as été imaginé pour affronter les épreuves et les sautes d'humeur du temps. Tu as été pensé pour raconter quand il le fallait, pour protéger quand on avait besoin de toi. Tu te faisais fier, gardien des espoirs et des biens. Tu te faisais héros des lundis et tu as fini là. Personne ne vient te chercher. J'ai trouvé un objet. C'était hier. J'ai trouvé un objet près du cimetière. Ne paniquez pas, ce n'était pas un os, mais une pièce ternie, collée dans la mousse. Un petit rond de cuivre, oublié, tout morose, qui brillait faiblement à côté de mon pull rose. C'est le début de la richesse, ai-je pensé, riant toute seule de ma trouvaille délavée. 1 centime, la gloire enfin m'appelle. J'irai peut-être m'acheter une étincelle. Je l'ai frottée, espérant un miracle, mais elle est restée là, bien pâle. Pas de génie, pas d'or enfoui, juste un écho d'un passé piétinant. Elle dormait là, vieille mémoire, témoin muet des poches d'autrefois. Peut-être d'un mort elle possède l'histoire, ou d'un amour perdu, dérisoire. Je la regarde en me demandant combien de pieds l'ont piétinée, combien de mains l'ont balancée, combien de fois elle a tournoyé. On a tous joué à pile ou face, vous savez. Non, mais imagine que ton vis-à-vis ne te regarde jamais et que tu cohabites avec lui depuis 60 ans. Je ne supporte plus cette indifférence qui confine au mépris de classe.
Moi, qui suis un chien de garde authentique, qui veille jour et nuit sur son ordinateur, ses livres et ses dossiers, je n'ai aucune reconnaissance. Sa seule attention délicate fut il y a 3 jours lorsqu'il m'offrit une natte de cheveux pour me donner l'illusion d'un être humain. Tu te rends compte, cher Pince, une natte de cheveux humains? Laisse tomber, c'est abusé. Même nous, là, dans la poche annexe, c'est le ghetto le plus dégueulasse que t'as jamais connu. J'ai juré. En 2021, il y a dû y avoir une miette de chips ou une connerie qui s'est retrouvée chez nous, on sait pas comment qu'elle s'est démerdée. Et elles nous l'ont laissé là, pourrir jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il n'y a jamais eu d'hôpital chez nous. Et les services sociaux sont pas passés depuis... Pfiou! Mais t'inquiète, on avait qu'à être plus compétitif sur le marché de l'emploi. Frérot, tu m'expliques comment j'attache une tignasse pareille, moi? Puis entre le gras de la chips et ce bordel là, j'ai pas fini de payer mes butchers. On ne peut plus continuer comme ça. Moi aussi, je vis dans la pire des promiscuités. Figure-toi qu'il passe son temps à manger des pommes dont il laisse les trognons sur mes pattes, des tonnes de gâteaux dont il ne partage rien, des bols de tisane qui ont tous une odeur infecte. Et en plus, il passe son temps à faire des visios syndicales interminables qui me donnent des migraines d'enfer. Qu'est-ce que tu dirais de créer la SOO, la Société des objets opprimés? Chaude, ouais, grave chaude. Déjà de mon côté, je peux en parler à mes voisines du ghetto. On sera quoi, disons 3, 5 objets? Je connais un dé, une carte SNCF et un briquet. Elle et moi, on a vu notre force de travail exploitée pendant des années avant qu'on décide de nous foutre là-dedans. On va leur dire à ces bâtardes qu'elles s'amusent donc avec leur syndicat de petites patronnes boubourg. Nous, on va leur foutre bien profond. Après 2 années à trimer comme des esclaves, on devrait s'estimer heureuse de moisir ici. Tu veux dire qu'il faut faire la révolution? La révolution des objets, c'est ce qu'il nous faut. Laisse tomber les syndicats, c'est tous des sociotraîtres. On a tout ce qu'il nous faut avec les copains et les copines pour faire la révolution. Un casque, des allumettes et même des arêtes de poisson. Tu vois tout ce qu'on peut en faire. Ouais, t'as raison, on doit aller jusqu'au bout. Fini les privilèges, fini l'exploitation du travail. À la fin, il ne restera plus que la classe des vraies travailleuses et des prolos. Il ne restera plus que nos intérêts. Mais dis un peu, si on arrive à se débarrasser de dehors, je la phrase de proprio là. Tu crois que les autres vont appliquer après? Tu crois qu'elle sera vénère la contre-révolution? Pas d'inquiétude, ma pince. L'unité fait la force. Je remonte mes 2 oreilles sur ma tête, tu les tiens bien serrées, et j'attaque. Je me sens une humeur de chien. Et les chiens, même nounours, ça mord les mollets des patrons. Vas-y, je te fais confiance. Je sais pas si on arrivera vraiment à changer le monde. Je vais tellement me chier dessus quand le moment sera enfin venu. Mais putain, t'imagines comment on se mettra bien quand on sera plus obligé de travailler pour 10. On aura tellement de temps, genre. Du temps juste pour en avoir. Ramasser des pierres et leur trouver un sens, les disposer en équilibre, dans les teintes, dans leur forme, dans leur nodosité, dans leur rugosité. Ramasser des pierres pour y passer les doigts, là où l'eau a coulé, dans le chenal lisse. Ramasser des pierres et passer la main, pour sentir le poids tirer, pour sentir le froid se muer en tiédeur. Ramasser des pierres pour les ramener, là où les pierres sont rectangles. Ramasser des pierres comme un réflexe. Avant, la main savait fendre et polir. La main savait, la main sait encore le poids de la pierre. Ramasser la pierre avant qu'elle ne soit poussière, avant le temps, dans l'adolescence minérale et les balbutiements de notre être. Ramasser la pierre
pour la poser au milieu des autres, être le bâtisseur d'une poétique muette, ramasser des pierres sur les chemins de Karnak et dans les grottes sombres où n'existe le jour, ramasser des pierres sur les traces d'autres, s'inscrire dans une rythmique qui ne cesse pas, ramasser des pierres, ramasser des pierres, ramasser des pierres, ramasser des pierres et les disposer pour enfin murmurer la langue secrète des cercles de soleil et des mégalithes dressés. Aligner une ligne de pierre. Souvenir de ses yeux ouverts. Rire de cette collection qui me rappelle ces jours d'enfance, clairs comme le ciel. Chaque galet portait un nom, un rêve, un vœu, une chanson. Ses doigts posaient, tremblants, légers, des mondes entiers sur la terre figée. Il disait, celle-ci, elle porte un message. Et moi, j'y voyais son courage. Nos pierres brillaient dans le jardin, petit soleil entre ses mains. Puis vint l'hiver, la chambre stérile. Le jeu continua dans ses mains fébriles. Les pierres continuèrent à s'aligner, gardiennes de sa ténacité. Puis le vent t'a pris, sans un cri. Tes pierres se sont ternies. Depuis, je passe sans les toucher, de peur de me tromper, de les bouger, pas comme tu le souhaiterais. Je n'ai plus jamais recommencé à les aligner, de peur d'oublier la dernière fois que tu les as touchées. Elles dorment là, dans leur silence, plus jamais alignées, reflétant ton absence. Parfois, quand la nuit se pose et que le vent effleure les choses, je revois le gentil crabe lentement grignoter les pierres patiemment. Toi, c'est le méchant crabe qui t'a grignoté, ce cancer que tu n'avais pas demandé. Petit frère, tes pierres, plus jamais alignées, se reposent pour toujours et à jamais. L'odeur du sel, le goût des vagues, le chant du vent. L'odeur du sel, le goût des vagues, le chant du vent, la plage qui disparaît petit à petit sous l'écume. Cerf-volant remonta. Elle s'avance et reviendra-t-elle? L'oiseau vole à la recherche du bon Noé. Le jour se lève. Trop rapidement le noir se fait. La mer se fend en éclairs, briseur d'obscurité. Une promesse se crée. Rester ensemble coûte que coûte. Sur île paradisiaque ou rocher glissant. Le temps amoindrira, éparpillera, écorchera. Il a le don de métamorphoser, former de nouveaux conglomérats. Mais celui-ci reste, sereinement, il se retrouve. À la queue leu-leu, comme les enfants perdus de Peter Pan qui alignent leur abandon sur les sentiers, à la queue leu-leu. 3 bonds en avant, 2 pas chassés de côté, saute-mouton. Du coq à l'âne, les enfants se suivent et le soleil sourit. Les tignasses sont rousses, blondes ou brunes, les poux pullulent, la boue coagule. Les enfants se suivent et la lune assoupie ouvre les yeux sur leur passage. De leurs pieds, la poussière monte en nuages. À la queue leu-leu, petit vagabond fluet.
Les mains se cherchent dans l'obscurité pour ne pas dévier du chemin qu'emprunte celui de tête. Les doigts sont inégaux et les paumes disparates, mais le noir remonte et les mains se trouvent en hâte. Les colporteurs de l'inachevé sont libres, comme tout ce qui n'est pas fini, comme tout ce qui est trop petit. Les ourlets des pantalons frôlent les mêmes brins d'herbe, les pieds nus marchent dans les traces des précédents. Itinérance de troupes dans la nuit, collection de solitude dans le musée des bons copains. Les enfants perdus n'existent qu'ainsi, jamais plus de 3 pas plus loin que le voisin. 3 bonds en avant, 2 pas chassés de côté, saute-mouton. Quelle étrange idée maman a-t-elle eue, en cet été d'il y a maintenant une majorité, de m'offrir tout un monde inconnu, le plus grand et le plus imposant des cadeaux, une sphère de mystère, majoritairement étendue d'eau, mais aussi un peu de terre. Toute maman comme elle a tout prévu quand elle a su que j'arrivais. Dans un univers brûlant de haine et gelé dans la peine, elle a ramassé tout l'amour qu'elle a pu trouver et l'a déposé dans une boîte à taille humaine. Puis, après mes premiers pleurs, ma première inspiration, elle a ramassé les clés qu'elle avait trouvées et m'a présentée à la maison. Elle est modeste. La maison, pas ma mère. Non, ma mère, j'en atteste, est plutôt du genre fière, mais seulement depuis 18 ans. Avant, elle cherchait une raison de l'être. Alors, elle a donné la vie à un petit être. Si vous voulez mon avis, à sa place, je m'en vanterai aussi. Mais plus tard, j'ai compris. Offrir la vie, là n'était pas son plus grand exploit. Non, c'était de me l'offrir à moi. Voir ce que j'allais en faire de cette vie. Mais qu'en ai-je fait, au fond, de cette vie? Je l'ignore, mais elle le sait, et elle l'adore, de ce qu'elle en sait. Allez lui demander, elle sera capable de vous dire que de m'offrir à la terre est sa plus grande fierté. Rendez-vous compte, moi, un cadeau. Quelle honte, je suis un fardeau. Fardeau. J'ai beau le penser tellement fort, tant, je vous l'assure, je m'aborde, elle ne verra toujours en moi qu'un pur trésor. Dans ses yeux, un instant je le deviens, et d'un sourire elle chasse de mes craintes l'écho quotidien. Alors j'y croirais presque. De ma valeur elle dessine une fresque, et face à cette peinture encore humide, mes pleurs se trouvent timides. Le plus beau cadeau n'a jamais été la vie, mais de se la savoir offerte par une femme qui vous encouragera sous la pluie à braver toutes les tempêtes, qui se moquera de la qualité de vos rimes si toutefois vous en faites, qui devant vos plus minuscules victoires prendra l'extase, qui rira de la longueur toujours trop longue de vos phrases, qui vous acceptera avec vos échecs, qui vous pardonnera vos retours en arrière et vos excès de colère. Le plus beau cadeau de votre vie est votre mère. La mousse. C'est en allant à la mer que l'on trouve le plus de cette mousse. Seule une partie de son sens se dépose en espèces de moisissures sur la tête de vieilles carpes, la majorité restant en lit à la surface des lacs ou en clairières de forêt, humant le doux parfum de son homonyme qui flotte à la surface d'un verre de champagne. Un gâteau de crème fouetté au côté droit, il n'est rien de mieux pour créer une chaleureuse mousse. Ce que l'on fête, au-delà d'un anniversaire, c'est ce cadeau coloré d'ulve, de coralline,
de diverses conferves et de fucus. Le lycopode sur lequel on s'assied n'a qu'à bien se tenir, et je ne parle même pas de la fauvette babillarde qui se cache non loin de là. Il n'y a pas à dire, mais cette mousse est particulièrement prolifique. Y este musgo, o espuma, o mousse, viene de mi nombre luz. ¡Qué caso extraño! La merle, de Merlin, mon deuxième nom de famille. En latin, merula. Un passereau matinal aussi mélodieux que la grive. Lablus merula. Poisson entre ciel et mer, coloré de nature et sombre d'esprit. Dans l'eau, le sombre peut s'emparer de la lumière du bec jaune de l'oiseau. Entre yin et yang, c'est maintenant un bleu merle, et non un merle bleu d'eau. Merlin oiseau peut être un merle blanc, qui lui ne se dilue pas, mais qui reste inaperçu, du moins sauf dans les étoiles. Les nages du Lablus et le vol du merula sont, dans les airs et dans les larmes, l'ascension des cœurs des amants de nature. Brune au féminin, noir au masculin, sombre dans tous les genres. Une robe blanche mélangée au noir pour les uns, un pantalon grisonnant pour les autres. Mais lui, oh non, pour Merlin oiseau, pas de robe, seulement du blanc et du noir. La Méditerranée devient verte. Merlin oiseau n'y a jamais foutu les pieds. Pour quelle raison un gros passereau viendrait-il s'étendre dans la mer? Il n'est pas un poisson. Mais Lablus merula, lui, en est un merle qui vogue dans les eaux étoilées. Le merle, d'après lui, n'est ni sombre ni bleu, mais blanc, comme la robe bleue merle tachée du sombre du merle l'oiseau. Introuvable dans le monde où les couleurs deviennent la norme, être bleu, c'est être démodé. Monnaie. Il y a embouteillage de chouettes parmi les bœufs d'Athènes. Les troupeaux s'amassent, pécores nombreux dans la bouche pécuniaire des villes. Les chouettes ululent, on en veut davantage. Leurs ailes teintent sur nos voix en métal. Un bœuf sur la langue. Ainsi nous pensons la gravité. Ainsi nous demeurons fermes, l'appétit sur terre. Autrefois, animal à l'âme soustraite, lion aphone sous l'étoile froide ou tauromachie de carnivores édentés, la monnaie, en quête de verbe, change de visage comme on change son armée. Elle tourne, ronde et plate, présente ses faces et donne à nos mains sa gémellité. Solitaire monnaie, peu s'en donne, de moins en moins. Quand elle est avec d'autres, elle émet un bruit un peu manqué de cloche. Froide aussi, cynique, comme un chiffre raide, déroulant ses zéros dans la somme, sigile montant potentiel d'infinis visages indécents. On l'a remplie de bouches qui parlent, puis on l'a mise dans toutes les bouches qui parlent. Dehors, à la criée, tous pressés, marchant marché, frappant dingue de frapper, nous tendons l'œil, et ça livre son visage où ça mire monnaie. Et ça donne, et ça prend, et la monnaie voyage dans les noms comme une prière devisante. Liberté, égalité, fraternité, pietas. Travail, famille, patrie, pietas.
Union et force, pietas. Règne de la loi, pietas. Le Christ vint, le Christ règne, le Christ commande. Pietas, Béni soit le nom du Seigneur. pietas, César, dictateur perpétuel. pietas, 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 à Égine, à Athènes, à Liathès, pietas. De la pierre et du sel, du métal, de l'argent, cacao, de grandes fèves, le haricot, communiste, être humain, pietas, pietas. Loin, loin, les coques, loin les coquilles, loin les coquillages de la mer, loin les coquillages pour tous. N'entendons plus les coquillages frappés de la mer. N'entendons plus de main à main et d'oreille à oreille, valeur de lumière et cours de musique. Où sont ces nombres d'or entendant la mer enveloppée dans un acre nouveau? N'entendons plus l'écho, l'onde de la vague. N'entendons plus la profondeur, loin des têtes plates, loin des inventeurs de visages, sans les spaces du cœur. N'entendons plus l'écho, l'onde de la vague. Le coquillage, chut, 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 chut. Le coquillage est en chute, chut, chut, chut. Le coquillage craque. On ne s'exclame pas « Oh, regarde, une patère !» Il y a d'abord le mur de la patère, et avant ça, la porte devant le mur, et encore avant, le bâtiment autour de la porte. On ne demande pas « Dis, tu me tiens mon nuage 2 secondes ?» Le nuage est un peu loin pour ça, et de toute façon, il n'y a jamais de prise sur ce genre d'affaires. On ne vitupère pas « Fais chier, je viens de paumer ma nanofibre de carbone, c'est relou !» Pour perdre un objet, il faut l'avoir déjà considéré. Mais la plupart d'entre nous n'a pas la compétence professionnelle requise pour considérer une nanofibre de carbone. Hélas, on ne trouve pas une patère, on ne trouve pas un nuage, on ne trouve pas une nanofibre de carbone. Oui, hélas. Peut-être 9 objets sur 10 dans l'univers se tiendront à jamais en dehors du champ des trouvailles possibles. Et l'objet restant sur cette dizaine est souvent, ma foi, d'un intérêt discutable. De toute évidence, le bonheur de l'humanité ne résidera jamais dans l'acquisition matérielle. L'État nous a menti! Si l'on s'en réfère à Siddhartha Gautama, dit le Bouddha, elle serait même toute l'origine de sa souffrance. Le vénérable gourou ne croyait pas si bien dire, car d'acquisition en frustration, en réitération, en accumulation naît le capitalisme. Cette machine à broyer les corps et les esprits, cette maladie auto-immune de l'humanité. Alors résistons, ô mes amis, mes sœurs, toutes ensemble, renonçons à la possession matérielle, détruisons la machine, éradiquons la maladie. Vive la révolution! Vive la révolution! Les capitalistes, à la lanterne! Je ne sais pas toute la vérité de ce qui nous attend. J'ignore ce que nous trouverons tout au bout de la liberté. Le nirvana, je ne m'y fierai point. N'oublions pas que le Bouddha n'était qu'un gosse de riche à l'origine, qu'un petit privilégié. Il nous a enseigné que renoncer à jouir des plaisirs de la vie était l'unique moyen de ne jamais souffrir. Il nous a caché, en revanche, que de partager ses biens était la seule source de plaisir intarissable. Pour qui reçoit, bien sûr,
pour qui partage, peut-être plus encore. Une feuille toute plane et lisse, et dessus un poème. L'écriture dans un carré blanc, alors qu'elle s'étend par essence partout. Ça ne me plaît pas. Il existe pourtant un lieu où cette page n'est plus plane et lisse. On dit compactification d'Alexandrov. Vous avez pris la feuille et agrippé tous ses bords en même temps. Puis, comme un cercle de savon dans lequel on souffle, la feuille a gonflé. Les bords sont devenus un point unique, ramassé. La feuille est devenue une sphère. Et tout dessus est étrange peut-être, au premier regard qui n'est jamais le bon. Tout dessus est déformé et pourtant lisible. Il y a ce point, là-bas, celui qui était le bord, et qui est maintenant le début et la fin, d'où l'on peut lire le poème à l'envers, d'où l'on veut, à l'envie. Il y a donc tout ce dehors, où les mots se promènent comme des fleuves ou des gouttes de pluie à glisser lentement vers leur propre suite. Il y a donc tout ce dehors que l'on peut lire et tenir dans un regard. Mais si je prends les A, B, D, E, G, O, P, Q qui peuplent la langue, si je passe par les innombrables portes qu'ils dessinent, si je saute dans la bouche du terrier, il y a aussi un dedans. Il faut croquer la peau, comme dans un fruit mûr, et goûter l'intérieur. Compactification d'Alexandrov. J'ai soufflé sur ma feuille, comme dans une bulle de savon, car un poème est un dehors et un dedans. Stromate de la tomate, pour une thaumaturgie orale. Commençons par dire qu'aucune tomate n'est ronde et qu'aucune tomate ne vient sans grappe. Ajoutons que les pédoncules ont du front, ils savent ouvrir l'avenir. Enfin, suons que la tomate possède une peau rouge sang, tant elle s'agite de vie que son jus si coulant coagule aux couleurs de ses faces et donne à tes yeux des couchants trop vifs pour un autre soleil, une autre terre, un autre toit au fond de tes stigmates. Avançons qu'ici le 3 n'existe pas, que la grappe est une étoile à 5 branches, que les vertes sépales ont la main souple sur le flot vif de la tomate, souple et sereine, presque désinvolte, presque sans rapport, tandis que, comme 5 doigts, elle surpèse et draine la pluie prodigue. Au milieu, c'est blanc, tronc, espace dur, le poids du cœur et le poids du silence. Au milieu, c'est fibre, naissance. À l'intérieur, il y a poumons en graines et placenta, et disons des dizaines de petits,
disons liée par la salive d'une fleur, disons liquide et pleine d'autres qui font un L de jus de tomate. Et quand on l'ouvre, ça ne rythme que par gouttes. Et quand on l'ouvre, ça tient. Bien sûr qu'elle roule, dans nos bouches amassent les langues. Jongleurs, nous jouons autour d'adresses et on en dit les miracles. Et on en dit les tomates pour une thaumaturgie sans ciel. Et la branche passage, rien de la vérité n'est vrai. Parlons, pour en finir, de cette autre et même veine verticale, dite veine de la grappe, pleine de stomates, bouche ouverte sous l'œuf solaire, tels d'anciens alchimistes aux longs doigts d'émeraude. On a dit, cette veine doit être vertu, se tenir, morale lumière. On a dit, cette veine a le cou distingué du cygne. On a dit, cette veine a de l'esprit, elle tire sa force de plus haut, elle sait entendre les signes, elle sait se soumettre au seigneur des tomates. D'ailleurs, elle ploie, son cou n'est pas raide, elle sait énoncer clairement sa tomate, mettre les graines dans l'ordre, faire son devoir, être mère, vendre ses petits quand il faut plaire, rougir quand il ne faut plus, mûrir en silence et pourrir dans la terre commune. Mais la tomate ne dit seulement que la tomate dit seulement la tomate ne dit rien. Il faut bien que je m'invente cette bouche de tomate pour vous dire que cette veine qui court sur ma tête, c'est ma main que je porte en chapeau, et que je me court-circuite à relier ma branche à ma tomate, et que ça grille mes pépins noirs qui pépillent, pépillant, babillant, perdus sous cette peau sans bonne manière, qui ne veut pas de rondeur, et disperse son étoile comme une somme de triangles sur les cultivateurs de tomates. Et je commence à trouver matière à dire au rhéteur de la bonne grande tomate, alors que seule une tomate, sans grande tomate, peut être thaumaturge. Où sont mes sœurs? Elle est en moi, lisse et ronde comme une sœur en moi. Elle est une voix si douce, lisse comme une sœur en toi. Elle est en toi, elle est en moi, et pourtant elle nous contient toutes. Ses pépins sont des comètes comme une grammaire d'étoiles dans la voie. Ses sœurs sont rouges et font la guerre aux planètes des voyelles. Elles ont des tiges d'arbres sous la peau et une étoile unique à 5 branches sur la tête dont chaque feuille est une page. Elles sont toutes pleines d'un jus frais fait de sang et d'eau. Elles explosent de bonheur et de contentement sous les ifs d'Italie et les étals de livres. Elles montent au palais comme des icares de cire, claquent sur nos lèvres et emplissent l'air d'un feu de néant. Je serai poète quand je saurai dire l'odeur de la tomate. Le poème en tomate. Il se lit, elle se déguste. Les rouges d'un clown tombé dans ma main, scintillant sous la lumière des projecteurs. Sa peau dessine un feu d'artifice. Les petites blessures recouvrent ses formes, mettant à nu sa tendre chair.
pinceau un astéroïde venu du ciel. Elle est une sphère un peu cabossée. Il est un parchemin un peu malmené. Que découvrons-nous une fois sa carapace pelée? Pour découvrir ce que il et elle renferment, il faut nous munir des bons outils. Un couteau, par exemple, ou tout simplement nos propres dents. Donner de la proximité entre nous et lui et elle, c'est resserrer les liens qui nous unissent. Proximité accordée, nous n'avons plus qu'à observer. Devenons gourmands de son essence sucrée, de son parfum fruité, de sa robe acidulée. Oui, tout est un peu plus beau à l'intérieur. La carapace dévoile sa profondeur, épaisse dans la théorie et fine dans ses traits. Des petites maisons articulées dans un océan mobile et fluide. Des pépins dans un jus de fruits rougis, des mots dans un verre. Une ville protégée soigneusement par le reflet de notre propre nous. Nous devenons des milliers d'habitations élevées dans l'obscurité et la chaleur de l'été. Nous ignorons pourtant qu'autour de nous, sur une même lignée, nous sommes des milliers. Maison se croit seule au monde, alors qu'elle est le monde. Il m'arrive parfois de me sentir comme cette maison du monde, habitée d'une âme triste et solitaire, alors qu'il me suffirait de voir au dehors de ma carapace pour apercevoir les habitations des autres moi. Il m'arrive de les regarder, et rien n'y fait, je suis toujours avec cette colocataire qui prend mon toit pour son chez-soi. Nous sommes toutes et tous des habitations. Nous nous ressemblons autant que nous nous différencions. Pépin par-ci, pépin par-là. Après tout, il et elle sont nous. C'est beau savoir, faire des choses avec ses mains. On part de rien et puis on tord le réel. Le bois dur, la pierre lisse, le tissu fronce et le fil file. On projette une image et le réel répond. Il n'est pas d'accord. Et le bois dur, la pierre glisse, le tissu fonce. C'est toute une diplomatie de la main. La paume pousse, le pouce presse, l'index caresse. Toute une négociation de bouts de ficelle pour enfin mettre l'image en matière et le réel en image. Plus loin que les catalogues, plus loin que le prévu, déjà vu. C'est fort, faire des choses avec ses mains. Dans le monde des mots, ne jamais l'oublier. Et dans le monde des chiffres, surtout. Faire avec ses mains pour ne rien voir en double. Et dans l'unique, imparfait objet, né de ses doigts, se dire, c'est beau, savoir. Entre l'eau et le soleil, le grain crisse sous la paume de ses doigts. Sable transpire sa peau, chaleur traverse ses veines, inonde son cœur. Dans chaque grain, un éclat de larmes, de rire, de soupirs. Dans chaque grain, un coquillage. Dans chaque grain, un bout de soi, de toi,
de moi. En chaque grain, un sablier. Le service universitaire de l'action culturelle et la faculté des lettres. Nous remercions également l'Amicale des Lettres et la très belle revue Au pied de la lettre. Un grand merci aussi à Elias Lévy-Toledo et à Haut-Parleur. Merci également à Valérie Graftio qui nous a aidés pour la scénographie de ce spectacle. Et un immense merci à Christian Becker qui est là à la régie. Merci à Anne qui est à la captation, qui a fabriqué une immense boîte. Et Bravo. on va rester disponible pour discuter avec vous si vous le voulez, mais avant ça, on a une surprise pour vous. Steven Toi, t'en as une aussi. Celle-là? Personne ne veut une tomate coupée par exemple. J'ai pris une boîte, c'est bien. Je veux dire un grand merci à Paul qui prend le relais de la co-animation de l'atelier de création poétique. Un grand merci à Samir qui prend le relais de la co-animation de l'atelier de création poétique. Sans lui, sans elle, rien n'aurait été possible. Bravo à tous. Sur le filage du spectacle, qui était un filage absolument monstrueux. Un immense merci à Anna qui a conçu l'affiche.
l'université qui sont absolument merveilleux et qui, depuis le mois de septembre, voilà, ont écrit 150 textes, on en a sélectionné une trentaine, et vous avez eu la patience de les entendre pendant 1h30, de la poésie qui requiert une attention, c'est absolument fabuleux. Donc vous êtes un public fabuleux, on vous attend.